Waouh! On vient de découvrir une galaxie composée presque entièrement de matière noire. Une substance étrange qui ne réfléchit, n'émet, ni n'absorbe la lumière. Autrement dit, cette galaxie contient des choses totalement invisibles pour nous. Alors, qu'est-ce qui se cache là-bas exactement? Voici Candidate Dark Galaxy 2, ou CDG-2. Elle se trouve à environ 300 millions d'années-lumière, et on a eu une chance incroyable de la trouver. Les scientifiques estiment que 99% de la masse de cette galaxie est composée de matière noire, ce qui veut dire que nos télescopes ne peuvent pas vraiment la voir. Alors, la matière noire, même si elle nous est invisible, on est quasi certain qu'elle existe, parce que c'est notre seule explication logique pour comprendre comment les galaxies tiennent ensemble. En fait, quand les astronomes additionnent toute la matière visible d'une galaxie, comme les étoiles, le gaz et la poussière, les calculs ne collent pas. Il n'y a pas assez de masse pour créer la gravité nécessaire à maintenir le tout en place. La matière noire, c'est ce qui comble ce manque. Sans elle, les galaxies se désintégreraient en tournant trop vite et propulseraient leurs étoiles dans l'espace. C'est pour ça que les scientifiques sont convaincus que la matière noire existe, même si on ne peut pas la voir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, personne ne le sait. Elle pourrait être composée d'un ou plusieurs types de particules étranges qu'on ne connaît pas, ou peut-être de trous noirs aussi lourds que des astéroïdes, formés peu après le Big Bang. Mais quelle que soit la composition de la matière noire, elle n'interagit pas avec le rayonnement électromagnétique, en gros, la lumière, et c'est ce qui la rend invisible pour nous. Prenons une comète par exemple. On peut la voir dans l'espace parce qu'elle est faite de matière, et cette matière réfléchit la lumière du soleil. Mais la matière noire, c'est pas pareil. Si vous braquez une lampe torche dessus, vous ne verrez rien. Le faisceau la traverserait comme si rien n'était là. Mais la matière noire interagit bel et bien avec la gravité, comme tout le reste dans notre vie. Et c'est ça qui la rend encore plus bizarre. Cela dit, ça reste surtout une théorie largement acceptée. Comme on ne peut pas la voir, on ne peut pas vraiment la prouver. On accepte simplement l'idée parce que c'est la forme principale de matière dans l'univers depuis peu après le Big Bang. Son attraction gravitationnelle n'a pas seulement aidé des galaxies comme la nôtre à se former. C'est aussi ce qui maintient les étoiles piégées à l'intérieur aujourd'hui. Et là, ça soulève plus de questions que de réponses. Parce que si la matière noire est réelle, et si c'est ce dont l'essentiel de l'univers est fait, alors il devrait y avoir des tonnes de galaxies composées presque entièrement de matière noire, avec juste quelques étoiles par-ci par-là. En théorie, quand elles essaient de transformer leur matière normale en étoiles, elles ne sont pas assez massives pour retenir leur gaz. Et donc, la majeure partie de ce gaz est éjectée de la galaxie. Au final, il nous reste un immense nuage fantôme de matière noire, avec seulement quelques petites étoiles à l'intérieur. On devrait voir ce type de galaxie un peu partout, mais où sont-elles? Eh bien, on a déjà repéré ces galaxies quasi sombres, mais à chaque fois qu'on regarde de plus près, elles n'avaient rien de si spécial. C'est ce qui s'est passé quand on a trouvé CDG-2, parce que 99% de sa matière est de la matière noire, et ça, c'est énorme. Mais attendez, si cette galaxie nous est quasi invisible, comment on a fait pour la trouver? Eh bien, il a fallu 3 des outils les plus puissants jamais construits. Le télescope Hubble de la NASA, le télescope Euclide de l'ESA et le télescope terrestre Subaru. Et non, il ne porte pas le nom du constructeur automobile, mais de l'amas d'étoiles des Pléiades, qu'on appelle Subaru en japonais, voilà. Mais même avec tout cet équipement de pointe, ça reste une mission incroyablement difficile. C'est vrai, c'est pas évident de savoir où pointer son télescope quand on cherche les galaxies les plus faibles de l'univers. Alors, les scientifiques ont dû chercher autre chose, une sorte de motif étrange dans l'espace. C'est là qu'ils ont eu une idée, chercher des amas globulaires. Pratiquement chaque galaxie est entourée de groupes d'étoiles anciennes appelés amas globulaires. De près, ils ressemblent à d'énormes boules d'étoiles serrées les unes contre les autres, parfois des centaines de milliers, toutes concentrées dans un espace relativement petit. Mais le point clé, c'est où on les trouve. Ils gravitent généralement autour des galaxies, surtout les plus massives. Notre Voie lactée en compte plus de 150 par exemple. Alors, le raisonnement des chercheurs est le suivant.
S'il existe des tonnes de galaxies composées presque entièrement de matière noire, elles n'auraient peut-être pas beaucoup d'étoiles au centre, mais elles devraient quand même avoir ces amas globulaires qui flottent autour d'elles. Si on trouve un groupe de ces amas regroupés ensemble, mais sans galaxie visible autour, bingo! C'est comme ça qu'on sait qu'une galaxie fantôme sombre se cache là, du moins en théorie. Une équipe de l'université de Toronto a tenté le coup, et ils l'ont trouvé. Ils ont été stupéfaits quand Hubble a renvoyé des images de 4 amas globulaires regroupés à l'intérieur de Persée, un amas massif de milliers de galaxies. Ils ont alors décidé de recouper les données avec les 2 autres télescopes et ont détecté une faible lueur fantomatique entourant ces 4 amas. Ce halo ténu était la preuve qu'il leur fallait. Il y avait bien une galaxie sombre, juste là. Ils l'ont appelée CDG2. Les premières études indiquent que cette galaxie brille avec l'éclat d'environ 1 million d'étoiles similaires au Soleil. Ça peut sembler beaucoup, mais à l'échelle spatiale, c'est incroyablement faible. En fait, ces quelques amas d'étoiles représentent environ 16% de tout ce qu'on peut y observer. Et c'est comme ça qu'on a pu voir une galaxie composée à 99% de quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais qu'on sait être là. Ou plutôt, qu'on est quasi sûr qu'il est là. Les astronomes disent que c'est peut-être l'une des galaxies les plus riches en matière noire jamais découvertes. Mais si la majeure partie est invisible, c'est un peu flippant. Je veux dire, est-ce que ça pourrait cacher quelque chose ? Eh bien, c'est difficile à dire. Pour l'instant, ça ressemble à un système massif maintenu par la gravité, composé d'un énorme nuage de matière noire avec quelques amas d'étoiles flottant autour, et quasiment aucune étoile au centre. Mais l'équipe a une théorie sur ce qui est arrivé à CDG2 par le passé. Ils pensent qu'elle possédait autrefois suffisamment de matière normale pour former des étoiles, mais qu'avec le temps, ces étoiles ont été arrachées par la gravité des galaxies voisines. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la galaxie fantôme qu'elle est aujourd'hui. Mais avant de célébrer cette découverte, il faut dire que tout le monde n'est pas encore convaincu. Certains astronomes admettent que les galaxies sombres existent probablement et reconnaissent que CDG2 est vraiment inhabituel. Mais ils ne sont pas totalement convaincus par l'étude. Ils pensent que l'équipe doit encore prouver que ces amas sont bien des amas globulaires. Après tout, ce pourrait être simplement des galaxies aléatoires qui semblent proches les unes des autres depuis notre point de vue. Le seul moyen d'en être sûr, c'est d'analyser le spectre de leur lumière. En gros, il faudrait décomposer cette lumière en longueur d'onde pour identifier les signatures des éléments, des étoiles et du gaz qu'elle contient. Ça nous dirait exactement de quoi ces amas sont composés, mais ce serait un défi immense à cette distance. Ensuite, il y a une différence entre dire qu'une galaxie est principalement sombre et dire qu'elle est totalement sombre. Ce que les scientifiques cherchent vraiment, c'est une galaxie totalement sombre, composée uniquement de matière noire. Malheureusement, CDG2 n'en est pas tout à fait une. Elle émet encore un peu de lumière. Il y a aussi cette théorie audacieuse selon laquelle la matière noire pourrait ne pas exister du tout. Peut-être qu'il n'y a aucune substance cachée là-bas. Une nouvelle étude suggère que cette attraction supplémentaire bizarre qu'on observe dans les galaxies pourrait simplement signifier que la gravité se comporte différemment quand les distances deviennent immenses. Donc, au lieu d'un univers rempli de matière invisible qu'on n'arrive pas à trouver, cette idée suggère qu'on comprend peut-être mal les règles de la gravité dans l'espace profond. Dans cette théorie, la matière noire n'a pas disparu. C'est simplement le signe que la gravité pourrait être plus étrange qu'on ne le pensait. Alors oui, CDG2 pourrait être la clé d'un mystère encore plus grand que ce qu'on imaginait au départ. Bien des questions restent sans réponse en physique. Comment la matière et l'énergie universelle sont-elles apparues? D'où vient la gravité? La liste est longue. Nous travaillons depuis des années à obtenir des réponses. Une personne mérite d'être mentionnée dans ce contexte. Paramahamsa Tewari, l'auteur de la théorie dite des vortex spatiaux. Qu'est-ce que cette théorie et que nous dit-elle? Des lois cachées de l'univers. Nous allons voir ça. Paramahamsa Tewari est l'ancien directeur exécutif de la Nuclear Power Corporation, en Inde. Il a repris la théorie des tourbillons proposée pour la première fois par René Descartes pour tenter d'expliquer la pesanteur, et l'a finalisée. Tewari a toujours été inspiré par la physique et ses maîtres.
et ce depuis l'époque où il étudiait l'ingénierie électrique. Après une étude rigoureuse de certaines lois, il a découvert de nouvelles équations définissant la matière, ainsi que la masse et la charge de l'électron. Il a ensuite élaboré sa théorie des vortex. Cette théorie visait à expliquer certains phénomènes mystérieux, notamment la création de l'électron et des champs d'énergie gravitationnelle, électrostatiques et électromagnétiques, ainsi que d'autres choses. Elle décrit également les 6 lois cachées de l'univers qui sous-tendent notre monde. Mais tout d'abord, voyons cette théorie. La théorie des vortex spatiaux suggère que l'univers est constitué de vortex, ou de réseaux d'énergie tourbillonnants. Et, selon Tewari, ces tourbillons seraient les éléments fondamentaux de l'univers. Ils seraient un peu le moteur des lois de la physique et des principes fondamentaux de notre monde. En gros, tout dans l'univers serait connecté et interconnecté grâce à ces tourbillons. Cette théorie n'est pas vraiment basée sur des observations réelles, mais plutôt sur des modèles mathématiques et informatiques. Par exemple, certains modèles informatiques ont montré comment ces tourbillons fonctionnent en hydrodynamique et en physique des plasmas. Ils ont montré que les tourbillons dans ces systèmes peuvent avoir un point d'attraction central et être interconnectés. D'autres modèles ont permis d'étudier comment l'énergie se déplace à l'intérieur des tourbillons, en créant différentes fréquences et vibrations. Mais certains experts ont reproché à Tewari de n'utiliser que des modèles et des simulations. La plus grande critique est que cette théorie ne peut pas être réellement testée. Elle repose sur les mathématiques et non sur des données expérimentales. Pour cette raison, elle n'est pas acceptée de manière officielle par les scientifiques. Mais elle est tout de même intéressante et apporte un point de vue unique sur l'univers et notre compréhension de ses lois. Par exemple, selon Tewari, l'univers posséderait des principes cachés qui seraient à l'origine de la création de la matière fondamentale, de son assemblage et de son mouvement. Quelles sont ces lois et que nous disent-elles? Jetons-y un coup d'œil. Loi 1. L'univers ne possède qu'une seule entité primordiale, l'espace, c'est-à-dire le vide absolu, qui structure la matière. Selon cette loi, l'espace est l'élément fondamental de l'univers et il est responsable de la structuration de la matière. Elle suggère que l'espace est l'entité fondamentale qui crée et conserve la structure de la matière, et que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, comme les électrons et les positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Mais qu'est-ce qui retient toutes ces briques? L'espace, bien sûr. L'espace leur donne une forme et une structure. Comme ta boîte de Lego retient toutes tes briques colorées. Cette première loi stipule donc que l'espace est l'élément fondamental qui structure la matière et assure la cohésion de l'univers. Loi 2. La matière est constituée d'une seule sorte de particules fondamentales, les électrons et les positrons. Cette loi stipule que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, l'électron et le positron. Ce sont les briques de Lego dont nous venons de parler. Selon cette deuxième loi, ces minuscules particules invisibles constitueraient tout, de l'atome minuscule à l'immense galaxie. Quelle que soit la forme ou la taille de notre construction en Lego, elle est toujours constituée des mêmes éléments. Loi 3. La distribution des champs dans l'espace, telle que reconnue par la physique contemporaine, liée à la matière et émanant d'elle, est issue d'un seul champ fondamental dans l'espace. Cette loi stipule que les champs reconnus par la physique contemporaine, tels que les champs électromagnétiques et gravitationnels, sont des effets découlant d'un seul champ fondamental dans l'espace. Elle suggère que ce champ fondamental est responsable de la création de tout ce que nous observons dans l'univers. Tentons de simplifier les choses. Cette fois, imagine que l'univers est comme un grand terrain de jeu. Les différents champs que nous observons, comme le champ gravitationnel et le champ électromagnétique, sont comme différents jeux présents sur ce terrain. Mais l'important, c'est que nous sommes toujours dans un seul et même espace fondamental, le terrain de jeu lui-même qui maintient tout ensemble.
Selon cette troisième loi, sans le terrain de jeu, nous ne pourrions jouer à aucun jeu. Et sans ce champ fondamental dans l'espace, nous ne pourrions observer aucun champ dans l'univers. Loi 4. Il n'y a de vide dans l'espace nulle part dans tout l'univers, sauf au centre des particules fondamentales de la matière, électrons et positrons. Cette loi stipule qu'il n'y a pas d'espace vide dans l'univers et que tout l'espace est rempli par le champ fondamental, celui dont nous avons parlé précédemment. Les électrons et les positrons se trouvent partout, et même les choses que nous considérons comme vides, comme le vide, sont en fait remplis de minuscules particules. Selon cette loi, les seuls espaces vraiment vides que nous pouvons trouver dans l'univers se trouvent au centre des particules fondamentales, électrons et positrons. Loi 5. À partir d'une seule constante universelle fondamentale, toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine sont dérivables. Cette loi stipule que toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine peuvent être dérivées d'une seule constante fondamentale. Toutes les constantes de la physique sont interconnectées et peuvent être expliquées par un seul principe fondamental. Je sais que je t'ai déjà beaucoup demandé de te servir de ton imagination, mais sois patient avec moi. Cette fois-ci, imagine que l'univers est une grande recette de cuisine. Toutes les constantes de la physique, comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle et la constante de Planck, sont des ingrédients. Ils sont en grand nombre et tous très différents. Mais, tout comme tous les ingrédients d'une recette sont interconnectés et s'assemblent pour former un seul plat, toutes les constantes de la physique s'assemblent pour former l'univers. Et tout comme une recette a un ingrédient principal qui maintient tout ensemble, la physique a également une constante fondamentale unique qui maintient tout ensemble. Loi 6. La structure spatiale de la matière fondamentale sous-microcosmique se répète uniformément dans les structures spatiales des corps macrocosmiques comme les planètes, les étoiles et les galaxies. Cette loi stipule que la structure des particules fondamentales qui composent la matière se répète uniformément à toutes les échelles, des particules subatomiques aux grands corps macrocosmiques. Elle suggère que les mêmes principes fondamentaux régissent la structure de la matière à toutes les échelles. Revenons à notre analogie culinaire. En utilisant différents ingrédients et en les combinant de différentes manières, notre cuisinier peut créer de nouveaux plats. Ces plats seront tous différents, et ils peuvent être très simples ou très complexes. Mais en les créant, le cuisinier applique toujours les mêmes principes et les mêmes connaissances. De la même façon, l'univers crée différentes structures, des atomes aux galaxies en passant par les étoiles et les planètes. Mais il utilise toujours les mêmes principes fondamentaux pour créer toutes ces choses. Cette loi suggère donc que la structure des particules fondamentales qui composent la matière est répétitive et uniforme à toutes les échelles. Voilà les 6 lois fondamentales de l'univers, selon Théorie. Et même si tout ça n'est pas accepté par la science officielle, c'est quand même quelque chose de très intéressant. La Voie lactée est l'un des plus grands mystères de l'univers. Il est difficile de savoir quelle est la taille de notre galaxie, et l'une des principales raisons est que nous vivons dedans. Imagine que tu te promènes dans un centre commercial. Tu peux dire qu'il est grand, mais tu ne peux pas en être certain tant que tu ne l'as pas réellement vu d'un point de vue extérieur. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles lointaines qui, de loin, ressemblent à un chapelet de lumière. Il te suffit donc de mesurer la distance entre ces étoiles, et voilà, tu as la réponse. Pas vraiment. Nous avons peut-être oublié de mentionner les nuages de poussière opaque qui nous bloquent la vue. Certains scientifiques ont été assez têtus pour exécuter des modèles informatiques sur la façon dont les galaxies se forment et évoluent. Il y a un halo autour de notre galaxie. Les scientifiques ont donc voulu voir s'il y avait une sorte de cul-de-sac dans la Voie lactée. Ils ont découvert que la Voie lactée s'étendait sur 100 000 années-lumière à partir de son centre. Cela signifie probablement que la galaxie entière fait environ 200 000 années-lumière de diamètre. Le problème avec cette estimation est que les halos n'ont pas tendance à avoir une frontière définitive, puisqu'ils s'effacent progressivement. C'est comme pointer une lampe de poche et essayer de voir précisément où la lumière se termine. En 2013, le télescope spatial Hubble a capturé une image de quelque chose situé à 25 millions d'années-lumière.
Cela s'est avéré être une galaxie en spirale, appelée plus tard ESO 373-8, avec au moins 7 autres voisins galactiques. Et cette galaxie est aussi fine qu'une crêpe très brillante. Le télescope a également pris une photo d'un autre amas de galaxies situé à 65 millions d'années-lumière, baptisé IC 335. C'est une autre crêpe scintillante qui flotte dans l'immensité de l'espace. Les images prises par le télescope ne sont pas des plus précises. Il est difficile de dire ce que l'on voit exactement. Ces galaxies en forme de disque ont beaucoup de nuages de poussière qui peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Elles sont principalement situées près des centres des galaxies et sont invisibles à la lumière ordinaire. Mais on peut les détecter à l'aide d'un filtre bleu. Quoi qu'il en soit, cette galaxie, IC 335, est un disque ovale avec d'énormes nuages de gaz et de poussière. Cela signifie que des étoiles y apparaissent constamment. Mais toutes les galaxies ne créent pas d'étoiles. Une galaxie naît sous la forme d'une boule géante de gaz en rotation lente qui s'effondre progressivement sur elle-même. Lorsqu'elle commence à tourner de plus en plus vite, la forme de crêpe apparaît. C'est comme faire tourner la pâte à pizza en l'air après l'avoir roulée en boule. La garniture est constituée d'étoiles et la sauce de nuages de poussière et de gaz. Toi aussi, tu commences à avoir un peu faim ? Certaines galaxies peuvent perdre leur gaz et leur poussière si elles font partie d'un amas. Toutes ces mini-galaxies gravitent alors autour de leur centre de masse commun, le gaz les séparant. Lorsqu'une galaxie discale les traverse, comme un train à grande vitesse, la pression peut emporter cette poussière et ce gaz. De loin, on dirait qu'il s'agit d'un DVD que tu es sur le point de lire. Mais si tu voyageais à des millions d'années-lumière pour regarder de plus près, tu verrais un disque diffus rempli d'étoiles. Tu ne serais même pas capable de dire que tu es à l'intérieur. Tu verrais aussi une tache lumineuse de poussière laissée par les géantes rouges au milieu de la galaxie. Les géantes rouges sont des étoiles massives et très brillantes dont la température de surface est basse. Mais les images de ces galaxies ne nous montrent pas vraiment leur vraie couleur. Les systèmes d'imagerie maquillent certaines de ces teintes pour que tu n'aies pas à regarder quelque chose de flou ou de granuleux. Les gens ne connaissent pas vraiment les vraies couleurs des galaxies lointaines. Notre galaxie contient beaucoup de gaz, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se dessèche de sitôt. En fait, la Voie lactée produit toujours de nouvelles étoiles. Environ 7 par an. Mais certaines galaxies s'éteignent lorsqu'elles ne peuvent plus créer d'étoiles. On appelle cela la strangulation, et cela se produit lorsque les galaxies manquent de gaz, ce qui signifie qu'il n'y a plus de nouveaux matériaux pouvant être utilisés pour créer des étoiles. Le gaz et la poussière ne sont pas les seules choses que tu puisses trouver dans une galaxie. Tout comme un magicien qui sort d'un chapeau un lapin ou des fleurs, les galaxies nous réservent d'autres surprises. Tout comme les planètes, ces boules de matière qui tournent sur elles-mêmes et autour d'autres objets. Techniquement, les planètes sont loin d'être de forme parfaitement ronde, mais elles ne sont pas non plus plates comme les galaxies en spirale. C'est surtout à cause de la gravité. Elle est si forte qu'une planète attire tout vers son centre, prenant la forme d'une sphère. Au cours de ce processus, tous les bords et tout ce qui pourrait dépasser sont aplanis. Mais plus un corps spatial est petit, moins il est rond. Prends une comète, elle n'a pas toujours une surface lisse. Elle est petite et par conséquent, ses bords sont rugueux et pointus. Étant donné la taille de la Terre, on peut dire que la gravité y est forte par rapport à celle de la Lune ou de tout autre objet spatial de plus petite taille. Et à cause de la rotation constante de notre planète, il y a un renflement vers l'extérieur de la Terre. Ce tiraillement entre la gravité qui tire vers l'intérieur et la rotation de la planète ne permet pas à la Terre d'être une boule parfaite. En plus de ne pas être une sphère parfaite, la planète Terre est également inclinée. Ce défaut de conception est responsable des saisons que nous connaissons. Cette inclinaison a pu apparaître parce que des millions d'années après sa formation, la Terre est probablement entrée en collision avec une protoplanète. Un grand corps spatial en phase de devenir lui-même une planète. Vénus est unique, car elle tourne à l'envers par rapport au reste de ses semblables. Si tu te tenais sur Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, tu verrais le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Mais il faudrait que tu arrives à l'heure pour observer ce phénomène. Une journée sur Vénus dure plus de 240 jours terrestres. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la forte attraction du Soleil sur Vénus était responsable de la longueur de ses journées. Mais une nouvelle théorie affirme que Vénus avait l'habitude de tourner comme la Terre et le reste des planètes, sauf qu'à un moment donné, elle a simplement inversé son axe à 180 degrés. Cela ne veut pas dire que la planète s'est brusquement arrêtée à mi-chemin de sa rotation et a commencé à tourner à rebours. Une théorie suggère qu'une grande comète ou un autre objet a frappé la planète dans le passé. Cela aurait pu l'amener à changer le sens de sa rotation.
Mais de nombreux scientifiques doutent de cette théorie. Si tu observes la Lune pendant un certain temps, tu remarqueras peut-être que tu vois la même face toutes les nuits. Il s'avère que la Lune tourne bel et bien, mais très lentement. Le satellite naturel de notre planète met 27 jours terrestres pour tourner autour de son axe. De plus, la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Le côté que nous voyons toujours s'appelle la face visible de la Lune, et le côté qui ne nous fait pas face est, tu l'as deviné, la face cachée de la Lune. L'axe de rotation d'Uranus est incliné de 98 degrés par rapport au plan du système solaire, ce qui signifie en gros que la planète tourne sur le côté. Pendant un moment, les scientifiques ont cru qu'un gros objet filant dans l'espace avait heurté Uranus, provoquant son inclinaison. Mais il y a un hic. Les lunes d'Uranus sont recouvertes de glace. Une collision aussi puissante qu'elle a fait basculer la planète aurait eu pour conséquence de perturber le mouvement des lunes et leur position. Or, ces dernières semblent relativement épargnées, et toute la glace qui les recouvre est encore intacte. Tout changement majeur survenu avec Uranus aurait généré suffisamment d'énergie pour faire fondre la glace. Une autre raison de la position étrange d'Uranus pourrait être ses anneaux. Oui, Uranus a des anneaux tout comme Saturne, sauf qu'ils sont plus légers et moins lumineux. Les anneaux de Saturne sont principalement des milliards de morceaux de glace et de roches flottant en orbite. Certaines particules peuvent être de la taille d'un caillou, tandis que d'autres peuvent atteindre la taille d'une maison. D'autres particules sont des restes de comètes, d'astéroïdes et de lunes déchiquetés par la gravité de Saturne. Si tu observes les anneaux de loin, ils ressemblent à des bandes colorées composées de milliers de stries différentes, mais il n'y a en fait que 8 couches d'anneaux. Uranus aurait pu avoir des anneaux tout aussi beaux que ceux de Saturne il y a environ 4,5 milliards d'années. L'équilibre entre la gravité de Saturne et ses anneaux pourrait être responsable du maintien de la planète en position verticale afin qu'elle ne bascule pas. Si Uranus avait les mêmes anneaux, il pourrait empêcher la planète de basculer. Pour résoudre le problème de basculement d'Uranus, il faudrait peut-être que la planète retrouve ses anneaux. Ils aideraient ainsi Uranus à garder son équilibre. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre.
Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, on pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température, c'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues, une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée, 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le Soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront.
Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Au cœur de la galaxie se trouve un objet mystérieux, tel qu'aucun astronome n'en a jamais observé. Il traverse le ciel comme une étoile filante sous caféine. Quelle est donc cette mystérieuse forme floue? Et quel est son lien avec le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie? Découvrons-le ensemble. Cette chose s'appelle Xept. Il s'agit de la mystérieuse tache qui tourne autour du trou noir supermassif de notre galaxie depuis des décennies. Certains affirment même qu'il rôderait dans les parages depuis des centaines d'années. Nous ne savons que peu de choses au sujet de Xept. Par exemple, il pèse environ 50 fois le poids de notre Terre. Cela peut sembler énorme pour un terrien, mais à l'échelle de l'espace, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Xept se déplace également très vite, avec une vitesse pouvant atteindre les 1100 km par seconde. C'est plus rapide que lorsque tu essayes d'attraper la dernière part de pizza avant que ton colocataire ne s'en empare. Mais quelle est vraiment cette chose? Une étoile magique que nous n'avions jamais remarquée auparavant? Un vaisseau spatial extraterrestre? Eh bien, il existe quelques théories liées au futur destin tragique de cet objet. Et hélas pour lui, les jours de Xept sont comptés. À l'heure actuelle, il se trouve sur une orbite elliptique de 170 ans autour du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Chaque année, il se rapproche de plus en plus du trou noir et dans quelque temps, il sera d'abord spaghettifié. Oui, c'est un vrai terme scientifique, puis finalement aspiré pour ne plus jamais être vu. Des trous noirs supermassifs se trouvent au centre de toutes les galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée. Ces trous noirs ont une telle masse qu'ils déforment l'espace-temps, obligeant les étoiles proches à orbiter autour d'eux à des vitesses phénoménales. Ils jouent le rôle d'aspirateur cosmique en captant tous ceux qui s'en approchent. Le trou noir au centre de notre galaxie porte le nom de Sagittarius à étoile. On dirait le nom d'un célèbre streamer, n'est-ce pas? Mais cet objet céleste est bien plus impressionnant qu'un simple mortel. Il pèse environ 4 millions S de fois plus lourd que notre Soleil, ce qui signifie qu'il pourrait probablement dévorer tout notre système solaire en guise de petit déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, ces trous noirs peuvent sembler effrayants, mais en réalité, ils sont bien trop petits pour rivaliser avec une galaxie entière. Ils n'aspireront que quelques étoiles parmi les plus proches, et c'est tout. De plus, Sagittarius à astérisque ne semble pas avoir beaucoup d'appétit. On remarquait qu'il était plutôt calme ces derniers temps, ce qui est une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Mais même s'il était très gourmand, il ne représenterait aucune menace pour nous. Ce trou noir se trouve à plus de 26 000 années-lumière de notre planète. Depuis la Terre, nous avons détecté sa présence dans la constellation du Sagittaire. En 2022, la collaboration des radiotélescopes Event Horizon a produit la toute première image de Sagittarius à astérisque. Des années de travail et de progrès technologiques auront été nécessaires pour capturer cette image étonnante. Et c'est la deuxième photo jamais prise d'un trou noir dans l'histoire. La première avait été publiée en 2019 et montrait le trou noir supermassif appelé M87 étoile. Oui, ils ont tous les deux étoile dans leur nom. Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu te souviendras peut-être de cette photo comme de la toute première image d'un authentique trou noir. Elle a fait l'objet d'une véritable campagne virale sur l'internet. Et ce trou noir, même 87 astérisque, situé dans la galaxie Messier 87, est bien plus effrayant que Sagittarius A astérisque. Tu pensais que 4 millions de masses solaires, c'était impressionnant? Alors que dirais-tu de 2,5 milliards de masses solaires? Men 87 est un véritable monstre. Il est également connu pour ses prodigieux jets de plasma, si puissants qu'ils s'étendent à des milliers d'années-lumière depuis le centre du trou noir. Si Men 87 astérisque était un super-héros, ce serait Iron Man avec ses rayons répulseurs à fond. Bon, techniquement tu ne peux pas prendre de photo d'un trou noir en lui-même, puisqu'il est estimé... Eh bien, tout noir. Aucune lumière ne peut échapper à son emprise.
Mais l'anneau orange qui brille sur cette photo montre clairement la matière qui entoure Sagittarius A astérisque. Il s'agit du disque d'accrétion, un disque tourbillonnant de gaz chaud qui s'enroule en spirale autour du centre, s'échauffant à des millions de degrés au cours du processus. C'est comme un gigantesque tourbillon de flammes sans aucune échappatoire. L'ombre au centre indique le trou noir lui-même. À l'intérieur de cette ombre se trouve l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite autour du trou noir, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. C'est le point de non-retour, où la force de gravité est telle que même l'objet le plus rapide de l'univers, la lumière, ne peut s'en échapper. Une fois l'horizon des événements franchi, tu es condamné à tomber vers le centre du trou noir, où les lois de la physique telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Et c'est exactement le sort qui attend notre malheureux Xept. En ce moment même, le nuage de matière est étiré et distordu par de puissantes forces de marée. D'ailleurs, avant de connaître une fin prématurée, Xept devrait nous donner un sacré spectacle. On prévoit qu'il atteindra le point le plus proche du trou noir au cours de son orbite, que nous appelons Périastre, d'ici 2036. Lorsqu'il sera finalement déchiré par les forces gravitationnelles de Sagittarius A astérisque, il se pourrait que l'on assiste à un véritable feu d'artifice. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus drôle, c'est que la fin annoncée de Xept pourrait nous aider à comprendre enfin ce que c'est que cette chose. Une équipe de scientifiques a étudié la façon dont l'étrange tache gravite autour du trou noir. C'est alors qu'ils ont découvert que Xept s'était étiré jusqu'à atteindre presque le double de sa longueur initiale. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela suggère que Xept est probablement constitué de débris éjectés lors d'une récente collision entre deux étoiles. Oui, tu as bien entendu. Comme un accident de voiture dans l'espace. Imagine ceci. Deux étoiles tombent amoureuses et commencent à se tourner autour pendant de nombreuses années. Ensuite, elles finissent par fusionner. À ce moment-là, elles éjectent des tonnes de gaz et de poussière. C'est peut-être cette danse cosmique qui a donné naissance à notre bébé Xept. C'est un peu comme les miettes laissées sur la table après un gigantesque festin spatial. Ce genre de phénomène est en fait assez courant, en particulier autour des trous noirs. C'est comparable à un accrochage galactique qui envoie des débris partout. Et à vrai dire, l'univers est rempli de telles taches mystérieuses. On les appelle les objets G. Non, ils n'ont rien à voir avec les Men in Black, mais ils sont tout aussi mystérieux et insaisissables. Cela fait plus de 20 ans que les astronomes s'interrogent sur ces objets. Ils ressemblent à des nuages de gaz, mais se comportent comme des étoiles. C'est comme s'ils n'arrivèrent pas à décider s'ils voulaient être un nuage ou un astre. Allez les gars, décidez-vous enfin. Les objets J s'étirent au plus près du trou noir central, mais en ressortent intacts. Comme un élastique qui s'étire, mais ne se rompt pas. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'étoiles qui ont fusionné en une seule. Ce faisant, elles produisent également un énorme nuage de gaz qui masque le résultat à la vue de tous. Un peu comme lorsque tu portes un gros pull, pour que personne ne sache que tu as pris quelques kilos en trop. Et puis, une étude publiée en 2021 a révélé que l'un de ces objets, J2, était en fait un nuage moléculaire dissimulant 3 bébés étoiles. Quel rebondissement! Mais Xept est le mouton noir de cette étrange famille de nuages. Il est sensiblement différent des objets G, un peu comme le cousin bizarre que tu ne vois qu'une fois par an lors des réunions de famille. Son évolution a été plus spectaculaire. De plus, il n'est pas maintenu par une masse abritée en son centre. Alors, à quoi doit-il son intégrité? À la poudre de perlimpinpin? À la magie? Nous avons besoin de réponses. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Xept n'est pas un objet G en soi, mais des débris qui en seraient issus. Ou peut-être pas. Nous n'en savons rien. Les possibilités sont infinies, et c'est ce qui rend l'astronomie si passionnante. Gardons donc les yeux rivés sur le ciel et voyons quels autres objets étranges nous attendent. Qui sait, peut-être découvrirons-nous un autre corps mystérieux, et cette fois, ce sera un vaisseau spatial? Alors ça, ce serait génial. En 2017, des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3 millions de km/h. C'est presque 4 fois plus rapide que l'orbite du Soleil autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée.
Il faut à notre étoile plus de 225 millions d'années pour effectuer un tour complet. Bref, revenons à notre étoile voyageuse. Le principal problème était qu'elle se déplaçait dans la direction inverse de la plupart des étoiles voyageant autour du centre de notre galaxie. Encore plus étrange, elle était composée de matériaux totalement différents de ceux que l'on rencontre d'habitude. Les astronomes ont réussi à identifier sa composition. L'étoile était faite d'atomes lourds et métalliques, tandis que la plupart des autres étoiles sont composées d'éléments beaucoup plus légers. L'étoile vagabonde a reçu le nom de LP 40365. Elle se déplaçait si vite qu'elle est littéralement sortie de notre galaxie. Cela a conduit les scientifiques à penser que notre voyageuse spatiale avait été projetée hors de sa position par une sorte de catastrophe cosmique comme une supernova. Une supernova est la plus grande explosion qui puisse se produire dans l'espace, l'explosion d'une étoile. Elle se produit après le début de changements irréversibles dans le noyau de l'étoile. Les supernovas peuvent se produire de deux façons, dans les systèmes d'étoiles binaires ou bien lorsqu'il y a une seule étoile. Les étoiles binaires sont deux étoiles qui orbitent autour du même centre. À un moment donné, l'une des étoiles, une naine blanche très dense, commence à dérober de la matière à sa partenaire. Après un certain temps, cette voleuse accumule trop de matière, ce qui la fait exploser en supernova. Il peut aussi s'agir d'une étoile unique qui arrive à la fin de sa vie et épuise son carburant. De plus en plus de masse s'écoule dans le noyau de l'étoile. À la fin, le noyau devient si lourd qu'il ne résiste plus à sa propre gravité. Après l'effondrement du noyau, une énorme quantité d'énergie est libérée dans une supernova. Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre comment une supernova a pu propulser LP 40635. Il y a plus de questions que de réponses. S'agissait-il d'une étoile binaire qui a été projetée par l'onde de choc créée par une supernova? Ou était-ce un morceau de l'étoile qui a explosé? Une nouvelle étude, basée sur les données recueillies, a montré que l'étoile, qui est une naine blanche, continue de tourner lentement autour de son axe. Les astronomes sont presque sûrs que cela signifie que LP 40365 n'est en fait qu'un morceau de débris spatial, et non une étoile à part entière. Ce morceau errant a en quelque sorte réussi à survivre à l'un des événements spatiaux les plus violents qui soient. Mais après avoir tiré une telle conclusion, les scientifiques ont réalisé quelque chose d'étonnant. Les caractéristiques inhabituelles de LP 40365 auraient pu apparaître après que l'étoile ait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, la composition entière de l'étoile a été modifiée. La plupart des étoiles se composent principalement d'hélium et d'hydrogène, mais LP 40365 est différente. Elle contient des éléments lourds comme le magnésium, l'oxygène et le néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de l'étoile. Au fait, les astronomes considèrent tous les éléments plus lourds que l'hélium comme des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP 40365 est devenu, pour ainsi dire, métallique. Pour l'instant, l'étoile n'a pas ses propres planètes, mais le Satellite Transiting Exoplanet Survey de la NASA, qui est à l'affût des planètes lointaines qui passent devant leur étoile haute et la rendent moins brillante, a remarqué une chose curieuse. LP 40365 s'illumine puis s'assombrit à nouveau tous les 8,9 heures. Cela pourrait signifier que l'étoile pulse, même si les pulsations stellaires sont généralement beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière, et comme elle tourne, les taches solaires apparaissent et disparaissent de notre vue. Et c'est une excellente nouvelle, car une fois que les astronomes auront déterminé la vitesse de rotation de l'étoile, ils pourront comprendre ce qui lui est arrivé il y a environ 5 millions d'années, au moment de la supernova. L'exoplanète bleu vif HD 189733b semble paisible et étrangement familière. Ne ressemble-t-elle pas à la Terre? Mais cette apparence cache une nature terrifiante. Là-bas, les vents soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre de façon latérale. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. La théorie la plus plausible est que ce signal a été produit par un disque de poussière entourant l'étoile, mais il n'y a pas assez de preuves pour confirmer cette hypothèse. Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de plus de 160 000 km/h, soit environ 60 000 km/h de plus que notre planète.
C'est l'une des raisons pour lesquelles une année de Mercure équivaut à 88 jours sur Terre. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus proche du Soleil. C'est pourquoi, si tu te tenais à sa surface lorsqu'elle se trouve au plus proche de notre étoile, le Soleil semblerait plus de 3 fois plus grand que sur Terre. Le pulsar de la Veuve Noire est une étoile à neutrons en rotation qui dévore sa partenaire, une étoile naine brune légère. Plus le pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus force l'étoile partenaire à s'étioler. Il y a une sorte de pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure, mais elle est tout sauf paisible et sûre. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et se trouve dans une nébuleuse à environ 6500 années-lumière de la Terre. Une nébuleuse est un nuage géant de gaz et de poussière flottant dans l'espace. L'énergie intense que les bébés étoiles émettent fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge ces nuages sombres de poussière. Les astronomes peuvent les voir disparaître comme des morceaux de beurre sur une poêle chaude. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait à peu près la taille de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace brûlante. Oui, la glace est en train de brûler. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie que l'exoplanète voyage très près de son étoile mère. Cela pourrait être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 427 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de glace X. Et cette glace reste solide malgré des températures aussi incroyablement élevées. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est 318 fois plus massive que la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mais voici un paradoxe. Si cette géante gazeuse devenait encore plus massive, elle deviendrait en fait plus petite. La masse supplémentaire rendrait la planète plus dense, et cela ferait en sorte qu'elle commencerait à se replier sur elle-même. Les astronomes affirment que Jupiter pourrait finir par être 4 fois plus massive qu'elle ne l'est actuellement. Mais en même temps, sa taille ne changerait pas. La galaxie DGSAT I est aussi grande que la Voie lactée, mais elle est presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement clairsemée. Mais ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement regroupées en amas. Cela peut signifier que DGSAT I s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Si cela est vérifié, la galaxie est un véritable fossile vivant. Hyperion, la lune de Neptune, est l'une des lunes à l'apparence la plus étrange du système solaire. Mais ce n'est même pas sa caractéristique la plus notable. Sa roche, ressemblant à de la pierre ponce, est marquée d'innombrables cratères. Et elle est aussi chargée d'électricité statique qui s'écoule dans l'espace. À environ 4000 années-lumière de la Terre, se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Cérès est le corps spatial le plus massif de la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Il totalise presque un tiers de la masse totale de toute la ceinture. Mais en même temps, Cérès est la plus petite des planètes naines qui existent. C'est aussi la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes et également la seule qui se trouve dans le système solaire interne. Les astronomes qualifient parfois Jupiter d'étoile ratée. La géante gazeuse contient en effet beaucoup d'hélium et d'hydrogène, mais sa masse n'est pas suffisante pour lancer une réaction de fusion dans son noyau. Or, c'est exactement comme cela que les étoiles produisent de l'énergie. Elles fusionnent les atomes d'hydrogène sous une pression et une chaleur extrêmes et créent de l'hélium. Au cours de ce processus, elles libèrent aussi de la lumière et de la chaleur. Jupiter ne pourrait déclencher une réaction nucléaire et devenir une étoile que si sa masse était 70 fois supérieure à sa masse actuelle. L'espace est totalement et tristement silencieux. C'est parce que dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Or, les ondes sonores ont besoin d'un support pour voyager. C'est pourquoi les mondes avec une atmosphère, comme la Terre, sont pleins de bruit. Contrairement à leurs cousins supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros que des atomes. Mais même comme ça, un seul d'entre eux pourrait avoir la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs pourraient avoir été créés juste après le Big Bang. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Chaque heure, le Soleil envoie plus d'énergie à la Terre que notre planète n'en utilise en un an.
Mais même si les gens utilisent aujourd'hui beaucoup plus d'énergie solaire qu'il y a 10 ans, cela ne représente toujours que 0,7% de la consommation annuelle d'électricité dans le monde. Il pourrait y avoir des lunes en orbite autour d'autres lunes, mais les astronomes ne se sont pas encore mis d'accord sur cette théorie. Les planètes orbitent autour des étoiles, les lunes orbitent autour des planètes. Mais pourquoi ne peut-il y avoir des lunes de lunes, aussi appelées sous-satellites ou sous-lunes? Des chercheurs affirment que les lunes de lune pourraient exister, mais la lune haute doit être suffisamment massive et la lune de lune suffisamment petite. Il doit aussi y avoir une grande distance entre ces lunes et la planète haute. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. Cela signifie que sa gravité est aussi la plus élevée. Elle est 2,5 fois plus importante que celle que nous avons sur notre planète. Un jour, la gravité de la géante gazeuse a même détruit une grande comète appelée Shoemaker-Levy 9. Puis, la planète a goulûment avalé les débris de l'ancienne comète. Si tu te tenais sur l'équateur de Mars, la température à tes pieds serait comme celle d'une chaude journée de printemps, mais ta tête serait littéralement gelée. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes vagabondes ont un jour été projetées loin de leurs étoiles mères. Mais l'une d'entre elles, qui flotte à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores clignotantes incessantes dans l'espace de celle-ci. Europe est l'une des plus grandes lunes de Jupiter, même si elle est plus petite que la lune de la Terre. Mais ce qui est étonnant avec ce satellite de la géante gazeuse, c'est qu'il est recouvert de glace. Et une partie de cette glace est lisse, ce qui signifie que tu pourrais y patiner. Et un triple axel d'1 mètre que tu peux effectuer sur notre planète te propulserait à 7 mètres dans les airs. En même temps, la vitesse d'atterrissage sur Europe serait la même que sur la Terre. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une forme allongée plutôt bizarre, ainsi que 2 lunes. La journée sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait le corps céleste de grande taille qui tourne le plus vite dans le système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse à propos d'Haumea est que la planète est entourée d'un mince anneau de 64 km de large. Les astronomes n'ont pas réussi à comprendre comment ou pourquoi il est apparu autour de la planète naine. 11 terres pourraient tenir sur l'équateur de Jupiter, et si notre planète avait la taille d'un raisin, la géante gazeuse serait aussi grande qu'un ballon de basket. 9 vaisseaux spatiaux ont déjà visité Jupiter. 7 d'entre eux ont simplement survolé la planète et 2 se sont mis en orbite autour de l'énorme planète. Le plus récent d'entre eux, Juno, est arrivé au-dessus de Jupiter en 2016. Les cratères du pôle sud de la Lune sont probablement la zone la plus glaciale de tout le système solaire. Le sol des cratères est toujours dans l'ombre. C'est pourquoi la température n'y dépasse jamais moins 238 degrés Celsius, même pendant la journée. Si tu décidais de prendre un avion pour te rendre sur Pluton, ton voyage durerait environ 800 ans. Tu trouveras la plus haute montagne du système solaire sur un astéroïde appelé Vesta. Son sommet s'élève à 22,5 km de la base de la montagne. Cela rend Rhea Silvia, c'est ainsi que s'appelle la montagne, presque 3 fois plus haute que l'Everest. Les anneaux de Saturne n'ont pas été découverts en une seule fois, cela s'est fait progressivement. C'est pourquoi ils ont été nommés par ordre alphabétique dans l'ordre où les scientifiques les ont trouvés. Ils se nomment donc D, C, B, A, F, G et E. Une journée sur Vénus dure environ 243 jours terrestres, mais la mauvaise nouvelle est que tu devras attendre le week-end pendant 3 ans. Tout cela parce qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Un phénomène solaire appelé événement terminateur a eu lieu à l'équateur du Soleil. Des collisions désastreuses de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent presque toutes les décennies. Les vents sur Neptune sont les plus rapides de notre système solaire. La plupart d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 2600 km/h. Presque n'importe laquelle de ces énormes tempêtes pourrait facilement avaler notre planète entière. La 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, Formal O, offre un spectacle terrifiant. Elle est surnommée l'œil de Sauron, car un anneau de poussière et de débris qui l'entoure lui donne l'apparence d'un œil géant qui sonde les profondeurs de ton âme. L'étoile intimidante a plus de 2 fois la masse de notre Soleil et se trouve à 25 années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas si loin si l'on considère les distances dans l'espace. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de la planète vont détruire Phobos. Cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de Mars.
Chaque année, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère de notre planète. Un tel intrus pourrait rayer une petite ville de la surface de la Terre. La poussière et la fumée s'élèveraient dans l'atmosphère, empêchant la lumière du Soleil d'atteindre la surface de la planète. Cela ferait chuter les températures dans le monde entier et le climat changerait radicalement. Heureusement, de tels astéroïdes brûlent dans l'atmosphère avant même de s'approcher de la surface. Le signal radio produit par un vaisseau spatial lorsqu'il entre en contact avec la Terre est moins puissant qu'une ampoule électrique dans ton réfrigérateur. Lorsque ce signal atteint notre planète, sa puissance n'est plus que d'un milliardième de watt. Pas étonnant que les antennes qui recueillent ces signaux super faibles soient énormes. Le Deep Space Network, qui détecte les signaux des vaisseaux spatiaux, a des antennes paraboliques qui mesurent jusqu'à 70 mètres de large, soit plus que la largeur d'un terrain de foot. En 1999, la NASA a perdu un orbiteur de Mars parce qu'une équipe d'ingénieurs utilisait le système métrique, tandis qu'une autre faisait des calculs à l'aide du système impérial. Les nébuleuses sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité commence à tirer ces amas de poussière et de gaz ensemble. Ils deviennent de plus en plus grands et leur gravité augmente. Un jour, la masse d'une nébuleuse devient si importante qu'elle s'effondre sous sa propre gravité et forme une nouvelle étoile. À environ 4000 années-lumière, dans la constellation du Scorpion, se trouve la nébuleuse du Papillon. Son envergure est supérieure à 3 années-lumière, et la structure à l'intérieur de la nébuleuse est l'une des plus compliquées jamais observées. L'étoile centrale de la nébuleuse, une naine blanche, est chauffée à une température folle de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle a été formée à partir d'une autre étoile énorme, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. La naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui fait que toute la structure ressemble à un sablier ou à un papillon. Si tu décidais de regrouper tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale ne dépasserait même pas 10% de la masse de notre Lune. Un nuage de vapeur d'eau flotte dans l'espace. Il entoure un trou noir supermassif à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Le nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau sur notre planète. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau est apparu seulement 1,6 milliard d'années plus tard que l'univers lui-même. Les objets les plus denses de l'espace sont les étoiles à neutrons. Elles ont la taille d'une petite ville et pourtant leur masse est environ 1,4 fois celle de notre Soleil. Une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Et la gravité d'une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité de notre planète. En 1993, la sonde Galileo est passée devant un astéroïde miniature. Il ne faisait pas plus de 32 km de diamètre. Et pourtant, cette petite chose avait une lune de 1,5 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tonnes de lunes en orbite autour de planètes mineures dans le système solaire. Nous vivons techniquement à l'intérieur du Soleil. L'atmosphère de l'étoile s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à sa portée. C'est ainsi que les rafales du vent solaire créent des phénomènes aussi époustouflants que les aurores boréales et australes. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles, soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge.
Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14 zéros fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles, eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles.
Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue, une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle, une énorme sphère contenant tous ses murs et toutes ses chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Des scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir ? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire.
200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre, mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies. Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers.
Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera, et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. Il existe actuellement une chose mystérieuse dans l'espace. Une tâche insolite que les scientifiques essaient en vain d'expliquer depuis plus de 15 ans. Plusieurs théories ont été élaborées à ce sujet. L'une d'elles affirme qu'il pourrait s'agir d'une marque laissée par une collision avec un univers parallèle. Est-ce vrai? Voyons ce qu'il en est. Regardez cette carte. C'est la carte de notre univers. Enfin, pas vraiment. Il s'agit en réalité de la carte du fond diffus cosmologique, également appelée simplement rayonnement fossile. Il y a plusieurs milliards d'années, il y eut un Big Bang, grande explosion. Ce dernier fut si puissant qu'il créa notre univers tout entier. Bien entendu, un tel événement ne pouvait pas se produire sans avoir de répercussions. Et il s'avère que ses conséquences sont littéralement partout. Le Big Bang a donc laissé derrière lui un rayonnement électromagnétique, que nous connaissons sous le nom de rayonnement fossile. Nous ne le voyons pas, et pourtant, il est littéralement là, sous notre nez, dans notre vie quotidienne. Et si vous aviez des super pouvoirs, vous verriez que tout ce qui vous entoure brille de cette faible lumière. Ce rayonnement est très important. Si nous n'avions jamais trouvé le rayonnement fossile, nous n'aurions jamais découvert le Big Bang. Avant cette découverte, les scientifiques pensaient que l'univers avait toujours existé. Il n'y avait pas de commencement et il n'y aurait pas de fin. Cela nous semble aujourd'hui assez ridicule, mais il y a moins d'un siècle, les gens en étaient absolument sûrs. Stephen Hawking a été l'un des premiers scientifiques à deviner que l'univers avait bel et bien un commencement. Ce type était tellement cool qu'il s'en est rendu compte alors qu'il n'était encore qu'un étudiant, alors qu'il travaillait sur sa thèse de doctorat. Malheureusement, il n'avait aucune preuve à l'époque. S'il y a eu une telle explosion il y a des milliards d'années, alors où sont les traces? Où en est la preuve? S'esclavent alors ceux qui croient à la théorie de l'éther stationnaire. Mais pas de panique, cette preuve est vite arrivée. En 1965, les astronomes Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent le rayonnement fossile. Ce fut la première preuve grandiose du Big Bang. Il s'est avéré que le rayonnement était partout, mais invisible à nos yeux. D'ailleurs, au début, Penzias et Wilson eux-mêmes l'avaient confondu avec le bruit d'une grande ville, ou avec des pigeons, ou quelque chose de ce genre. Pour leur découverte, qui bouleversa par la suite le monde de la science, ils reçurent le prix Nobel. Les gens découvrirent donc qu'ils étaient entourés de rayonnements électromagnétiques. Ils ont ensuite commencé à collecter des données à ce sujet et ont accumulé de plus en plus d'informations au fil des ans, jusqu'à ce qu'ils réalisent cette carte. Il s'agit d'une carte des températures du rayonnement fossile. En la créant, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inhabituel. Jetons-y un coup d'œil. Elle ressemble à un vaste ensemble d'endroits chauds et froids. Mais en réalité, notre univers est assez uniforme. Toutes les températures sur cette carte sont proches de moins 270,5 degrés Celsius, avec très peu de différence entre elles. Ces fluctuations de température entre les différents points de la carte s'avèrent de faible amplitude, et chaque petit point s'étend en fait sur des millions d'années-lumière. Notre monde est donc plutôt calme et stable, sauf sur un point, le cold spot.
qui signifie « point froid » en français. C'est ce point, juste ici. Les astronomes l'ont découvert pour la première fois en 2004. À première vue, il n'y a rien d'inhabituel. Il s'agit simplement d'une région où la température est inférieure à la moyenne de quelques microkelvins. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une petite zone, il s'agit d'une gigantesque région froide. Elle fait littéralement des millions d'années-lumière. Une petite minute, ont alors objecté les scientifiques, cela ne peut pas être vrai. L'univers devrait être homogène partout. Selon notre modèle standard, ce point froid ne devrait tout simplement pas exister. Or, il se trouve qu'il est là. Il ne s'agit pas d'une simple erreur mathématique, il existe bel et bien. Qu'est-ce que ce point froid? Et comment est-il apparu? Les astronomes tentent de répondre à ces questions depuis des années. Aujourd'hui encore, nous ne disposons que de quelques théories. Parlons-en. Théorie 1, texture cosmique. Cette idée a été évoquée à la fin de l'année 2007. Des scientifiques ont alors suggéré que le cold spot pourrait représenter des collines de l'espace. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'une région cabossée de l'univers, qui fait simplement partie de sa composition. Néanmoins, il s'agit d'une théorie assez stupide, qui a été rapidement écartée. Théorie 2, le supervide. Considérée pendant un certain temps comme la plus plausible, cette hypothèse affirmait que le cold spot était en fait ce que l'on appelle un supervide. Il s'agit d'un endroit terrifiant et sombre de notre univers, où il n'y a pratiquement pas de galaxies. Et c'est justement parce qu'il s'agit d'une région déserte, où il n'y a presque rien, qu'elle nous semble froide. Cette théorie a toutefois été réfutée en mai 2017. Après avoir examiné attentivement le cold spot, les scientifiques ont constaté qu'il n'y avait aucun signe d'un supervide à cet endroit. En outre, les vides et les supervides, qui existent réellement, soit dit en passant, sont toujours de très petite taille. Or, le cold spot est littéralement des milliers de fois plus grand qu'ils ne le sont en général. Il devait donc y avoir une autre explication. Et il se trouve qu'il y en a une. Peut-être la plus étrange de toutes. Théorie 3. Un univers parallèle. Cette idée controversée a été avancée par la cosmologue et physicienne théoricienne Laura Mersini-Houghton. Selon elle, le cold spot pourrait être la trace laissée par une collision de notre univers avec un univers parallèle. La cosmologie standard ne peut pas expliquer un trou cosmique aussi gigantesque, explique Laura Mersini-Houghton. Il s'agit de l'empreinte indéniable d'un autre univers situé au-delà des limites d'une autre. Son hypothèse est basée sur la théorie du multivers, d'après laquelle il existe en fait un nombre infini d'univers comme le nôtre dans le monde. Ils entrent constamment en collision les uns avec les autres et se poussent les uns les autres. Push en anglais, ce qui crée des nouveaux Big Bang. Peut-être le cold spot est-il une espèce d'échymose résultant d'une telle collision? En mécanique quantique, ce genre de théorie délirante est assez courant, mais pour la physique standard et la compréhension du monde, c'est un véritable bouleversement. Bien sûr, nous avons besoin de preuves solides. L'équipe de Mersini-Houghton a commencé à y travailler. Le professeur Tom Shanks, du Centre d'astronomie extragalactique de l'Université de Durham, participe également à ces recherches. Le multiverse, le plus fou des modèles exotiques d'explication du cold spot, est en réalité le plus standard si l'on se réfère à notre modèle actuel de l'univers, écrit-il dans l'un de ses ouvrages. De quelles preuves avons-nous besoin? Notre cold spot est situé dans l'hémisphère sud. Selon Shanks, s'il y a vraiment eu une collision entre deux univers, nous devrions trouver un autre cold spot, et il devrait se trouver dans l'hémisphère opposé, l'hémisphère nord. Si les astronomes le trouvaient, cette théorie serait confirmée, et ce serait la première preuve de l'existence d'un univers parallèle. Évidemment, tout n'est pas si simple. Pour trouver un deuxième point, nous avons besoin des télescopes les plus récents et les plus sensibles qui existent. Nous devons également en apprendre davantage sur la nature de l'énergie noire et la manière dont elle affecte l'espace, etc. En d'autres termes, le chemin à parcourir est encore long. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques pensaient avoir découvert le deuxième cold spot. Des chercheurs du Nouveau-Mexique croyaient l'avoir trouvé dans l'hémisphère nord. Malheureusement, il s'agit probablement d'une erreur. La carte utilisée par ces chercheurs comportait une grande part d'inconnus. Il est donc possible que leur découverte ne soit que le résultat d'un accident causé par d'autres vides. En résumé, aucun autre cold spot n'a encore été trouvé jusqu'à présent, malgré des recherches minutieuses. Cela dit, encore une fois, même le meilleur et le plus moderne des équipements reste loin d'être parfait.
Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres cold spots, mais simplement que nous ne l'avons pas encore trouvé. Si un jour nous le trouvions, cela pourrait révolutionner le monde de la science pour toujours. Nous confirmerions non seulement la théorie des univers parallèles, mais aussi la fameuse théorie des cordes. Cela pourrait expliquer tout ce qui se passe dans notre monde. En revanche, si cela se produisait, nous aurions encore plus de questions que nous n'en avions déjà. Comment ces deux univers sont-ils entrés en collision? Comment tout cela fonctionne-t-il? Jusqu'à présent, il ne s'agit que de suppositions. Nous ne pouvons pas affirmer que le cold spot est la trace laissée par la collision d'univers parallèles. Cependant, nous ne pouvons pas non plus le réfuter. En fait, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, mais il est toujours intéressant de la chercher.